Normalement, vous nous entendez. Si vous ne nous entendez toujours pas, faites-nous signe sur le chat. Donc on s'excuse pour ce problème technique. De ce fait, on va reprendre depuis le début. Donc, se présenter. Voilà, donc de nouveau bienvenue à ce webinaire consacré au CSE, au comité social et économique. Donc, avant de débuter, nous allons nous présenter à nouveau. Donc, moi, je suis Thomas Piéchoki, inspecteur du recouvrement à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais. Donc, Mégane Tellier, inspectrice également à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais. Et donc, nous serons accompagnés aujourd'hui de deux collègues qui seront là pour répondre à vos questions, donc Diane et Elena. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous manifester et à poser toutes vos questions relatives au CSE. Alors, le sommaire de ce webinaire. Donc, nous allons voir le budget de fonctionnement et le budget des œuvres sociales. Nous verrons également le traitement des sommes versées par le CSE. Dans un troisième point, le traitement des œuvres sociales du CSE. Également, nous ferons un focus sur les plateformes de services. Et enfin, nous verrons les formalités d'embauche de salariés par le CSE. Alors, en ce qui concerne le budget des œuvres sociales, eh bien donc c'est le CSE qui a la compétence exclusive de la gestion du budget des œuvres sociales pour tout ce qui concerne les activités sociales et culturelles. En ce qui concerne le budget de fonctionnement, eh bien, comme son nom l'indique, qu'est-ce qu'on va pouvoir imputer sur le budget de fonctionnement? On va pouvoir imputer différents types de charges, type des factures d'Internet, des factures de téléphone, des factures de location de salle, des factures de communication. C'est l'ensemble des factures qui va permettre au CSE de pouvoir fonctionner et de communiquer avec les salariés. Ce qui est également bon à savoir, c'est que désormais, il y a une possibilité pour le CSE d'utiliser une partie de l'excédent annuel du budget de fonctionnement, donc à hauteur uniquement de 10% de cet excédent, et de le transférer vers le budget des œuvres sociales. Et pour cela, il faut une délibération du CSE. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et vous parler des prestations qui vont être soumises et non soumises. Donc on va commencer par une prestation qui est non soumise à cotisation, qui est celle du secours. Donc là, on l'entend d'un point de vue purement monétaire. Donc le secours, c'est une attribution extraordinaire d'une somme d'argent en raison d'une situation sociale particulièrement digne d'intérêt ou pour un montant modulé en fonction des besoins à satisfaire d'urgence. Le secours, attention, suppose un examen individualisé de chaque demande. Cette règle est également applicable pour les secours attribués aux retraités et aux pré-retraités. Pour les prestations soumises à cotisation, cette fois, on a une liste qui est non exhaustive. Toujours à entendre d'une prestation qui est attribuée de manière monétaire, on va avoir plusieurs types de catégories. Les prestations qui vont être en lien avec des événements familiaux, comme primes de mariage, les naissances, fêtes des mères, fêtes des pères, allocations de maternité, les primes de scolarité, logement, prise en charge d'intérêts d'emprunt, mais aussi tout ce qui est en lien avec les loisirs et les fêtes, donc primes de Noël, de vacances, et enfin en lien avec le contrat de travail cette fois, primes d'anniversaire de l'entreprise, les primes versées à l'occasion de l'attribution d'une médaille d'entreprise, primes de départ en retraite ou encore le maintien de salaire en cas de grève. Alors, en ce qui concerne la gestion des œuvres sociales par le CSE, donc il y a un grand principe à retenir, c'est qu'il y a une exclusion de l'assiette sociale des avantages qui sont destinés à favoriser ou à améliorer les activités extra-professionnelles, sociales et culturelles des salariés et de leurs familles. Pour pouvoir donc bénéficier des exonérations de charges, il ne doit pas y avoir de discrimination entre les salariés. Alors, le CSE va avoir la possibilité de moduler le montant des œuvres sociales. Donc, pour cela, il a la possibilité, le CSE, de recourir à des critères sociaux. Donc, qu'est-ce qu'on entend par critères sociaux? Là, il s'agit du quotient familial ou alors du revenu fiscal de référence. Donc, bien entendu, cette modulation doit être inversement proportionnelle, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un effet redistributif. Par exemple, si on prend le critère du revenu fiscal de référence, un gros revenu fiscal de référence aura un montant d'œuvre sociale qui peut être modulé à la baisse par rapport à un plus faible revenu. Également, possibilité de moduler les œuvres sociales
en faisant référence à des critères comme la catégorie professionnelle, la tranche de rémunération ou le coefficient hiérarchique. Donc pour recourir à ces 3 critères, il faut bien sûr faire référence à une convention ou un accord collectif. Donc également, ce qui est bon à savoir, c'est que tout autre critère de discrimination qui vont être rencontrés vont faire perdre le bénéfice des exonérations de charges sociales. On peut prendre par exemple une discrimination, une différence entre CDI et CDD, mais également une modulation selon l'ancienneté, ou alors une modulation en fonction d'un temps plein et d'un temps partiel, là, qui touche le contrat de travail. Toujours dans les grands principes, possibilité pour le CSE de définir un critère d'ancienneté. Donc c'est un critère d'ancienneté qui va permettre aux salariés d'ouvrir droit ou non aux prestations proposées par le CSE. Donc, dans l'absolu, on a mis une limite d'ancienneté dans la limite de 6 mois, donc entre 0 et 6 mois, pour pouvoir avoir accès aux prestations versées par le CSE. Alors, par contre, ce critère d'ancienneté, lui, ne doit pas servir à moduler les prestations proposées par le CSE. Dans ce cas-là, il ne bénéficie plus des mesures d'exonération. Et l'ancienneté, bien sûr, s'apprécie au moment de l'attribution de la prestation par le CSE. Donc, si le CSE, par exemple, fixe un critère de 3 mois d'ancienneté, arrive l'événement Noël pour lequel le CSE attribue un bon d'achat, eh bien, si le salarié a ces 3 mois d'ancienneté au moment de l'attribution de Noël, il pourra bénéficier de son bon d'achat. Le salarié, lui, qui aura par exemple que 2 mois d'ancienneté, lui, ne pourra pas en bénéficier. Et donc, ce grand principe, bien sûr, s'applique à l'ensemble des avantages qui sont servis par le CSE, ou alors financés par l'entreprise en l'absence de CSE. On va aborder le sujet donc, des bons d'achat et des cadeaux en nature. Alors là, 2 grands principes à retenir. Soit vous êtes inférieur au montant de 5% du plafond mensuel de sécurité sociale, donc soit 171 € au 1er janvier 2021. Et dans ce cas-là, il y a une exonération de cotisation et de contribution sociale. Soit vous êtes supérieur à ce montant, donc supérieur aux 5% du plafond mensuel de sécurité sociale. Et dans ce cas-là, il faut remplir 3 conditions. Donc c'est-à-dire que si les 3 conditions que je vais vous annoncer ne sont pas remplies, le bon ou le cadeau doit être soumis dès le 1er euro. Donc, il doit être attribué en relation avec un événement. Par exemple, un salarié célibataire sans enfant n'est pas concerné par des bons d'achat pour la rentrée scolaire. Deuxième point, avoir une utilisation déterminée. C'est-à-dire que, par exemple, les chèques carburant ou les bons d'achat destinés à des produits alimentaires courants sont exclus. Enfin, troisième point, il faut que le montant soit conforme aux usages, c'est-à-dire 5% du plafond mensuel de sécurité sociale. Aborder également le cas particulier où 2 conjoints travailleraient dans la même entreprise. Le seuil va s'apprécier pour chacun d'entre eux. 2 événements concernent plus particulièrement cette situation familiale. On peut parler de la rentrée scolaire. Dans ce cas-là, le seuil est bien de 5% par enfant. Pour Noël, 5% par enfant et 5% pour chacun des salariés. Alors, donc effectivement, pour l'attribution des bons d'achat ou des cadeaux en nature, il y a lieu de, si on dépasse le plafond des 171 €, il y a lieu de faire référence à un événement. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme événement? On va pouvoir trouver comme événement le mariage ou le PACS, l'événement naissance, le départ à la retraite du salarié, la fête des mères ou la fête des pères. Donc, si on utilise ce critère-là, fête des mères, fête des pères, il faut que le salarié soit parent. Également, un autre critère qu'il faut utiliser avec prudence puisqu'il s'agit de la fête de Sainte-Catherine et la fête de Saint-Nicolas. Mais la fête de Sainte-Catherine concerne uniquement les femmes célibataires qui célèbrent leur 25e anniversaire sur l'année d'attribution. Et la Saint-Nicolas correspond à la fête des hommes célibataires qui célèbrent leur 30e anniversaire dans l'année d'attribution. Également, comme événement possible, bien sûr, le Noël des salariés et le Noël des enfants.
Donc là, jusqu'à alors 16 ans révolus dans l'année civile. Et enfin, possibilité d'attribuer un bon d'achat ou un cadeau nature pour l'événement rentrée scolaire, donc pour les salariés qui ont des enfants. Donc là, c'est jusqu'à leurs 19 ans révolus dans l'année. Mais il est également possible d'attribuer des bons d'achat rentrée scolaire pour les enfants âgés de moins de 26 ans. Et dans ce cas-là, il sera nécessaire de présenter un justificatif de poursuite d'études supérieures. Alors, sur ces bons d'achat devront figurer certaines mentions obligatoires, donc type la nature du bien, un ou des rayons de grands magasins, ou le nom d'un ou plusieurs magasins spécialisés en cas de bon de multi-enseigne. Pour la rentrée scolaire et le Noël des enfants, devront figurer la mention des rayons en relation avec l'événement. Par exemple, pour la rentrée scolaire, s'il y a une mention papeterie, livres, vêtements enfants ou micro-informatique. Donc pour les autres événements, seule la mention tout rayon sauf alimentation et carburant peut être admise. Maintenant, nous pouvons également aborder le thème des chèques vacances. Donc là encore, deux principes à retenir. Soit les chèques vacances ont été acquis par l'employeur, et dans ce cas-là, les cotisations et contributions sociales seront dues par le CSE. Soit l'aide aux vacances est attribuée sous forme de chèque vacances, et cette fois-ci acquis par le CSE, et dans ce cas-là, nous serons bien exonérés de cotisations et de contributions sociales. Petit rappel sur les chèques vacances, le montant n'est pas plafonné, et il peut être modulé en fonction de différents critères. La catégorie professionnelle, la tranche de rémunération, le coefficient hiérarchique et enfin le quotient familial ou le revenu de référence. Toujours sur ce thème des vacances, le CSE peut participer à différents points comme les colonies de vacances. Dans ce cas, c'est une participation qui est exonérée de cotisations et de contributions sous réserve de pouvoir donner l'attestation d'inscription des enfants. Il peut aussi participer aux classes vertes, aux classes de neige, toujours sous la même forme, et là encore, il faudra pouvoir le justifier. Mais également, il peut participer au court séjour linguistique des enfants à l'étranger. Et donc là, la participation du comité d'entreprise est toujours non soumise à cotisation. Bien entendu, n'oubliez pas de garder les justificatifs d'inscription et les facturations, car ce sera à fournir au CSE et il faudra les réclamer auprès des salariés. Alors, le CSE va pouvoir également proposer des réductions tarifaires. Donc, pour des spectacles, par exemple, donc, dans ce cas-là, les réductions tarifaires seront exonérées de cotisations et de contributions sociales, mais également des réductions tarifaires pour des activités sportives. Donc, c'est une réduction tarifaire qui sera directement supportée par le CSE, ou alors sur le CSE qui va rembourser sur justificatif aux salariés des sommes qui seront payées en vue d'une activité sportive, et là également possibilité de bénéficier des exonérations de charges sociales. Et également des réductions tarifaires proposées sur les voyages, donc dans ce cas-là, réduction tarifaire et remboursement de frais réels directement aux salariés, sur justificatif également, pour pouvoir bénéficier des exonérations. Petite précision en ce qui concerne les aides kilométriques, donc là il s'agit de remboursement d'allocations forfaitaires, et là les remboursements d'annuités kilométriques ne pourront pas bénéficier des exonérations charges et seront donc à soumettre à cotisation. Possibilité également pour le CSE de proposer des chèques LIR, donc ces chèques favorisent l'accès à la lecture. Également, proposition de chèques disques, donc elle qui favorise, ces chèques-là favorisent l'accès à la musique et à la cinématographie. Également, le CE peut proposer des chèques culture qui vont s'échanger contre des biens culturels, type livres, supports musicaux, CD, multimédia, ou des prestations culturelles comme le cinéma, le théâtre ou les musées. Donc là, il n'y a pas d'exonération de charges et il n'y a pas également de... Enfin, il y a une exonération de charges, pardon, mais sans condition de montant. Donc, pour pouvoir bénéficier d'exonération, bien entendu, ces chèques doivent être échangeables contre des biens ou prestations à caractère culturel. Donc, pour rappel, pour pouvoir bénéficier des exonérations, il y a lieu de respecter le caractère collectif et de non-discrimination. Alors, le CSE peut également intervenir donc, pour les aides financières en faveur des services à la personne et garde d'enfants.
Donc là, il y aura plusieurs salariés qui peuvent être concernés. Donc les salariés qui emploient des personnes à leur service particulier, les personnes qui ont recours aux associations ou entreprises agréées par l'État, dont les activités concernent les tâches ménagères ou familiales, la garde d'enfants, l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide à domicile. Et enfin, les salariés qui ont recours à une assistante maternelle agréée, attention, crèche, halte-garderie, accueil de loisirs de mercredi pour les enfants, c'est aussi de moins de 6 ans. L'aide est exonérée de cotisations et de contributions sociales, mais attention, limite de 1 830 € par année et par bénéficiaire, quel que soit le temps de présence du salarié dans l'entreprise. C'est-à-dire que même si votre salarié est à mi-temps, il peut bénéficier de cette aide, comme les autres, à hauteur de 1 830 €. Ce seuil doit être par contre apprécié en prenant en compte la participation de l'employeur cumulée avec celle du CSE. Alors pour cela, encore une fois, il faut bien penser à garder vos justificatifs. Et pour les garder, il faut bien penser également à demander les bons justificatifs auprès des personnes. Donc pour tout ce qui est aide financière attribuée sous forme d'un titre CESU préfinancé, pas de justificatif à produire. En revanche, pour les aides financières accordées directement aux salariés, alors pour ceux qui ont recours à un employé de maison ou un assistant maternel agréé, il faut la copie des avis d'échéance ou de prélèvement des cotisations de sécurité sociale ou la copie de l'attestation fiscale lui permettant de faire valoir ses droits à réduction fiscale. Pour la personne employée par une association ou une entreprise agréée, cette fois-ci, il faut la facture précisant les éléments suivants. Coordonnées de la structure, numéro et date d'agrément, identité du bénéficiaire de la prestation de service, nature des services fournis, montant des sommes acquittées, numéro d'immatriculation de l'intervenant. Et enfin, pour les structures d'accueil d'enfants, il faut la facture de la structure d'accueil précisant les éléments suivants. Nombre de jours de garde, prix de la journée ou montant forfaitaire, et enfin la somme versée par la famille. Le CSE pourra également participer à la médaille du travail. Donc, c'est sous forme d'une prime qui sera versée lors de la médaille officielle du travail. Donc, c'est une médaille qui est délivrée par la préfecture pour les 20 ans, 30 ans, 35 ans et 40 ans de travail du salarié. Donc, l'appréciation du montant de cette prime est effectuée au regard du montant cumulé de la participation de l'employeur et du CSE. Donc, si le montant cumulé de la prime est inférieur ou égal au salaire mensuel de base du bénéficiaire de la médaille du travail, donc dans ce cas-là, la prime sera exonérée de cotisation. Par contre, si le montant cumulé employeur et CSE est supérieur au salaire mensuel de base du bénéficiaire, dans ce cas, ce sera la fraction excédentaire qui sera soumise à cotisation et contribution sociale. Si on prend un exemple d'une prime cumulée de 2 000 € avec un salaire de base du salarié de 1 500 €, eh bien, ce sera donc 500 €, la fraction excédentaire, qui sera soumise à cotisation. Donc, le CSE pourra également participer au départ à la retraite du salarié. Par contre, si le CSE verse une forme de prime, donc là, elle sera assimilée à une indemnité de départ à la retraite qui est par nature, elle, soumise à cotisation et contribution sociale. Par contre, le CSE pourra bénéficier des exonérations s'il attribue un bon d'achat ou un cadeau en nature au salarié qui part à la retraite, mais toutefois, ce bon d'achat ou ce cadeau en nature devront respecter les conditions d'exonération, à savoir la limite de 5% du plafond mensuel de sécurité sociale. Donc également en cas de décès, il y a possibilité pour le CSE de prendre en charge et ou l'employeur les frais d'obsèques d'un salarié qui serait décédé. Et bien sûr, cette prise en charge sera exonérée de cotisations et contributions sociales, quel que soit le montant et l'effectif de l'entreprise. Donc s'agissant du décès des membres de la famille du salarié, comme le conjoint ou les enfants uniquement, la prise en charge par le CSE des frais d'obsèques n'est pas soumise à cotisations et contributions sociales, dans l'hypothèse de l'existence d'une situation individuelle particulière nécessitant un secours de la part du CSE, donc quel que soit le montant des frais d'obsèques. Donc la dépense doit être justifiée, c'est-à-dire par un paiement direct au prestataire, ou alors sur facture par le CSE ou l'employeur, même en présence d'un CSE. Le CSE peut également participer à d'autres éléments, comme les titres restaurants. Donc, pour cette participation, le CSE
va venir cumuler sa participation à celle de l'employeur. Donc attention à cela, parce qu'il va falloir respecter deux limites. La limite des 5,55 € en 2021, et il faut que la participation globale soit comprise entre 50 et 60% de la valeur du titre restaurant. Pour les contrats de frais de santé, la participation du CSE au financement du contrat mutuel, qui est souscrit par l'employeur, doit être soumise à CSG, CRDS et forfait social, exactement dans les mêmes conditions que la participation patronale. Enfin, pour le congé d'éducation ouvrière ou de formation syndicale, l'indemnité versée au salarié couvrant des frais supportés par le salarié, on a une exonération de cotisation et de contribution sociale. Par contre, pour les indemnités versées aux salariés compensant des pertes de salaire, c'est soumis à cotisation et contribution sociale. Alors, focus, comme on l'avait dit dans le sommaire, sur les plateformes de services. Donc, les CSE vont avoir la possibilité de financer un accès à des plateformes qui vont donner la possibilité d'avoir des réductions tarifaires. Donc, comment analyser cette situation? C'est-à-dire que si l'offre proposée est globale, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas d'individualiser les prestations par nature. Donc dans ce cas-là, elle ne pourra pas être considérée comme présentant un caractère social et culturel, et donc l'abonnement à cette plateforme de service sera soumis à cotisation. Par contre, si l'offre est distincte, donc là, l'abonnement pourra bénéficier de l'exonération de cotisation et contributions, mais à contrario, bien entendu, la quote-part de l'abonnement qui correspondra à des offres hors activités sociales et culturelles sera, elle, à soumettre à cotisation. Par exemple, si on prend des réductions, des réductions tarifaires proposées sur des appareils électroménagers, TPI-FI, ça n'a pas de caractère social et culturel, et donc la quote-part de l'abonnement ne pourra pas bénéficier des exonérations de charges. Également, les plateformes de services vont pouvoir proposer des cartes qui vont donner, elles, accès à des réductions tarifaires. Donc, ça va être des réductions tarifaires sur des enseignes locales ou nationales qui vont proposer l'accès à des prestations diverses. Donc, afin que cet avantage de la carte puisse bénéficier des exonérations de cotisation, il est nécessaire que les réductions tarifaires se rattachent bien entendu exclusivement à des prestations qui seront destinées à favoriser les activités sociales et culturelles des salariés et de leurs familles. Donc, bon à savoir également, c'est que cette carte ne peut pas être considérée comme un cadeau ou un bon d'achat. Et par définition, sa valeur faciale ne sera pas représentative de la valeur réelle de l'avantage fourni, du montant des réductions tarifaires. Aborder le point important, l'embauche de salariés. En effet, votre CSE peut être amené à embaucher des salariés dans le cadre de son activité, que ce soit pour gérer les prestations sociales, pour la comptabilité du CSE, peu importe, vous pouvez être amené au cours de la vie de votre CSE à embaucher un salarié. Pour cela, même si l'embauche est temporaire, votre CSE va devenir employeur. S'il devient employeur, il faut qu'il respecte plusieurs obligations, notamment effectuer une déclaration préalable à l'embauche, ce qu'on appelle la DPAE auprès de l'URSSAF, solliciter l'ouverture d'un compte à l'URSSAF, produire des déclarations sociales nominatives, ce qu'on appelle les DSN, et enfin acquitter les cotisations sur les salaires versés. À noter que les cotisations vont être calculées selon les mêmes règles que le droit commun. Autre point, toujours sur cette embauche de salariés, lorsque le CSE organise un spectacle, il se peut qu'ils doivent embaucher des artistes ou des techniciens pour cette occasion. Pour cela, les salariés, donc artistes ou techniciens, vont être salariés de votre CSE pendant toute la durée de la représentation. Et pour ce faire, il faudra que le CSE déclare et paye ses cotisations sur la rémunération qui sera versée à ces artistes. Et pour cela, il faut le faire auprès du guichet unique du spectacle occasionnel, ce qu'on appelle le GUSO. Vous retrouvez sur le PowerPoint qui est diffusé et qui vous sera également envoyé l'ensemble des coordonnées du GUSO. Pour terminer cette présentation sur les CSE, avant de répondre à vos questions, on refait un petit point sur les différentes façons de nous contacter et de venir nous voir. Donc, l'URSSAF a plusieurs sites sur lesquels vous pouvez venir sans rendez-vous ou avec rendez-vous,
que ce soit téléphonique, à distance, sur nos sites, en webcam. Vous aurez plusieurs façons de pouvoir nous contacter. Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone sur nos plateformes téléphoniques ou encore par mail. Toutes ces informations avec tous les détails nécessaires sont également diffusées sur ce PowerPoint de présentation. Alors nous allons aborder avec vous quelques petites questions-réponses qui reviennent régulièrement. C'est pour ça que nous souhaitions vous les présenter lors de ces webinaires. Donc une première question, il s'agit des salariés qui seraient en arrêt maladie ou maternité. Donc la question posée, c'est est-ce que l'attribution peut-elle se faire dans les mêmes conditions que pour les autres salariés? Eh bien oui, donc pour les salariés qui sont en situation d'arrêt maternité ou maladie de longue durée, donc les règles d'attribution des œuvres sociales doivent être identiques à celles des autres salariés afin de respecter le principe de non-discrimination. Donc ces salariés font toujours partie des effectifs et donc à ce titre doivent bénéficier des mêmes conditions d'attribution des œuvres sociales. Et donc pour rebondir sur cette question, n'oubliez pas d'envoyer, par exemple, si c'est des bons cadeaux, de les envoyer en lettre recommandée avec accusé de réception pour pouvoir justifier du fait que vous avez bien respecté ce principe de non-discrimination envers ces salariés. Une autre question qui revient très régulièrement, c'est une liste d'émargement est-elle nécessaire? Alors celle-ci est vivement conseillée lors de la distribution des bons d'achat, de chèques vacances, pour deux raisons. D'une part, lorsque vous allez avoir un contrôle URSSAF, il va falloir pouvoir justifier du fait que vous avez réellement attribué ces bons d'achat ou ces chèques vacances à l'ensemble des bénéficiaires. Donc pour cela, ça vous évite de devoir reconstituer de manière fastidieuse a posteriori l'ensemble des justificatifs que vous devriez nous produire. La liste d'émargement vous permet donc sur ce point d'économiser du temps par la suite. D'autre part, pour vous, c'est un bon moyen de preuve d'attribution en cas d'un litige avec un salarié, par exemple. Alors, autre question, en ce qui concerne l'organisation d'un voyage, donc la question qui se pose régulièrement, c'est comment gérer l'attribution lorsqu'il y a plus de demandes que de places? Eh bien, dans ce cas, le règlement du voyage devra prévoir cette possibilité en indiquant, par exemple, que les bénéficiaires seront tirés au sort si le quota des places est atteint. Il est possible également de mentionner dans le règlement du voyage que les salariés qui n'ont pas encore bénéficié d'un voyage seront prioritaires pour l'organisation d'un futur voyage. Enfin, un dernier petit point, on peut vous donner un petit exemple pratique. Si on attribue certaines prestations à plusieurs salariés, à un seul salarié, pardon, dans l'exemple, voilà, on va faire un exemple assez simple. Si vous avez donné une lithographie d'une valeur de 50 € à un salarié pour son PAX, mais que vous lui avez également donné un bon d'achat de 80 € pour la naissance de son deuxième enfant, et enfin vous lui avez également attribué un bon d'achat de 90 € pour la rentrée scolaire de son enfant âgé de 6 ans. Attention, bon valable sur les rayons rentrée scolaire. Est-ce que nous avons commis une erreur? C'est la question que vous pouvez vous poser. Parce qu'en effet, vous avez versé donc 50 €, plus 80 €, plus 90 €, ce qui nous fait donc 220 €, ce qui est donc supérieur aux 171 €, le plafond qu'on vous a énoncé tout à l'heure, qui est donc les 5% du plafond mensuel de sécurité sociale. Eh bien, donc ce seuil maximal n'est pas respecté, certes, mais l'ensemble des œuvres sociales peut bénéficier d'exonération car chacune des attributions respecte des événements bien particuliers. Le PAX, c'est un événement notifié, la naissance également, et la rentrée scolaire également. Donc ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est qu'on dépasse bien les 5%, certes, mais chaque événement respecte bien un événement qui est dicté et qui peut être attribué en bon cadeau. Chaque bon d'achat ou chaque cadeau est inférieur lui-même individuellement aux 171 €, aux 5%, donc les conditions d'exonération sont respectées. Eh bien, il nous reste, on arrive à la fin de ce webinaire, et donc il nous reste à vous remercier de nous avoir suivis sur ce webinaire organisé par le staff Nord-Pas-de-Calais. Je remercie Mégane pour sa présentation. Je remercie également mon collègue.
On s'excuse encore pour l'erreur technique qui s'est produite en début de ce webinaire. Surtout, n'hésitez pas à donc, aller sur notre chaîne YouTube pour voir d'autres thématiques qui pourraient vous intéresser, même en tant que CSE. Et donc voilà, et ce webinaire vous sera bien envoyé à la suite, ainsi que toutes vos questions, elles trouveront réponse dans le PowerPoint qui vous sera envoyé à la fin de ce webinaire. Voilà, on vous remercie pour votre attention. Merci.